déjà bienvenue pour cette masterclass sur la viennoiserie. Donc la viennoiserie, je vais me présenter déjà. Donc je m'appelle Frédéric Bourse. J'ai été 3 ans chef pâtissier de l'école Le Nôtre. Et depuis 1 an, j'ai quitté l'école, où maintenant j'ai ma société de conseil, et je continue de collaborer avec l'école Le Nôtre à Paris. D'accord? Mes bases, en fait, je les ai appris. J'ai un diplôme, un CAP de pâtisserie, un CAP de glacerie, chocolaterie, et aussi un BEP et un CAP de cuisine. Donc j'ai commencé par la cuisine et après je me suis porté sur la pâtisserie. Donc mes bases, je les ai appris dans la maison Le Nôtre. Après j'ai travaillé avec Pierre Hermé, j'ai travaillé dans des relais desserts et j'ai travaillé beaucoup dans des palaces en hôtellerie et restaurants étoilés. Donc j'ai un petit peu à 360 degrés comment vous dire, les bases d'une pâtisserie qui peut être de magasin ou de restauration. D'accord? Ce que je vais vous demander, c'est pour ça qu'on est venu en fait, c'est de me poser le plus de questions possible. Hein, une école, c'est fait pour ça. Donc l'école Le Nôtre organise des stages professionnels de 2 à 4 jours et des stages master, on va dire, pour des longues périodes qui équivaut à peu près à un niveau CAP pour des personnes qui veulent apprendre les bases de la pâtisserie française et surtout les bases de la pâtisserie française vues par Monsieur Le Nôtre. Et ça, on va en parler pendant la démonstration. D'accord? Alors n'hésitez pas à poser le plus de questions possible. Pour un fait de temps, c'est de la viennoiserie, on a 1h30. Je vais beaucoup parler, je pense. Vous allez être un peu fatigué de m'entendre. Mais je vais essayer de vous apporter le plus de renseignements possible au niveau des pâtes, des garnitures et des formes à faire en viennoiserie. D'accord? Donc, à savoir, je vous ai préparé un petit, ça c'est de la mini viennoiserie, et ça c'est de la viennoiserie classique de magasin. Hein. Après, la viennoiserie, vous avez la viennoiserie moderne, vous avez de la viennoiserie classique. Alors, sur le moderne, il y a un petit mot à dire, c'est qu'en fait, en statistique française, ben, ce qui va marcher le mieux et ce qui va vous faire gagner de l'argent dans un magasin, c'est la tradition. Donc, nous en France, c'est le croissant et le pain au chocolat. C'est à peu près 90% d'une vente d'un magasin au niveau viennoiserie. Ensuite, vous avez la viennoiserie un peu fantaisie. C'est bien de l'avoir, ça apporte des couleurs. Bon, c'est surtout utilisé dans le monde de la restauration, l'hôtellerie de luxe, les coffee breaks, les choses comme ça. Mais vous pouvez aussi l'insérer dans votre gamme, même par saison, en utilisant des fruits de saison, en utilisant... Voilà. La tendance, en fait, c'est aussi d'apporter du fruit dans les viennoiseries. Hein. De tout ce que je vais vous expliquer, rien n'est compliqué. Il suffit juste, c'est comme la pâtisserie, d'après moi, c'est juste de respecter certaines règles pour avoir un produit toujours égal d'un jour à un autre jour. En fait, dans ce domaine de la viennoiserie, vous avez un élément principal. Alors, au niveau du goût, pour nous Français, c'est la tradition du beurre. Il y a certains pays chauds, Espagne, Italie, comme ça, il y en a beaucoup qui utilisent la margarine. C'est une polémique, mais les Français évitent d'utiliser la margarine, mais ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème de dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il faut juste penser que la margarine, au point de fusion de margarine dans votre bouche, la fusion de la margarine est plus basse que le beurre. Donc, quand vous allez manger la viennoiserie, ou un produit, feuilletage, millefeuille, choses comme ça, le goût du gras va rester plus longtemps dans votre bouche, il n'arrive pas, votre température de la bouche, à fondre cette matière grasse. Donc vous avez le goût longtemps. Le beurre a un point de fonte à 31 degrés,
Donc en le mangeant, ça va fixer les arômes en fait de vos produits comme la vanille, le café, la pistache, le chocolat, et ça va vous exciter les papilles, au contraire de la margarine. D'accord? Je vais demander pour la traduction si je ne vais pas trop vite. Ça va? Ok, alors on est parti. Alors, donc ça c'est un petit peu pour le fait viennoiserie. Une viennoiserie, après vous avez plusieurs systèmes de fabrication. Ce matin, en fait, je vais vous parler beaucoup. Je vais faire les réalisations sans les faire pousser parce qu'une bonne pâte levée, en fait, on a besoin de 90 minutes de pousse. Donc il faut aller doucement, il ne faut pas précipiter parce qu'on a une température qu'on appelle un après, c'est la température du produit fini pour le faire grossir. Donc ça s'appelle l'après. Et on va rester, comme je vous ai dit, le beurre à une température de fonte de 31 degrés, au contraire de la margarine qui est plus haut. Donc, on va mettre nos produits à des températures qui vont varier de 25 degrés, 27 degrés, 28 maximum. D'accord? Sinon, vous arrivez au point de... Si vous allez à 30, c'est facile que la machine va à 31, votre beurre sort, il fond liquide. Et donc, ça, vous allez tout perdre de votre bonté de produit. Ensuite, je vous parlerai sur chaque produit, en fait, de la congélation, possibilité de congélation, des problèmes et des avantages. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des petites questions pour le moment? Ça va? Quand vous avez une question, vous n'hésitez pas. Vous m'arrêtez, j'explique. Je suis là pour ça, on est une école. Le beau d'une école, c'est de transmettre, et c'était aussi l'esprit de Monsieur Le Nôtre. Moi, j'ai connu Monsieur Le Nôtre quand j'ai appris. Et en fait, c'était pas une personne autre qu'être un bon pâtissier. Il avait beaucoup d'expérience. C'est un des précurseurs de, entre parenthèses, pâtisserie moderne à l'époque. Maintenant, on est un petit peu dépassé parce qu'avec les médias, Internet, tout ça, on voit des choses. Ça, c'est aussi un autre problème. Vous voyez souvent sur Internet des produits qui sont peut-être faciles à faire pour une vidéo ou une belle photo. La personne a passé 15 minutes ou 20 minutes pour faire une viennoiserie. Dans un magasin, on ne peut pas. Donc, en fait, nos cours à l'école Le Nôtre, c'est surtout d'apprendre à nos élèves et de transmettre l'esprit de Monsieur Le Nôtre, qui est, la qualité, la propreté des produits, et de ne pas négliger, quand vous faites un produit simple, une éclair, un millefeuille, ce sont des très bons produits, et c'est des produits qui vont vous faire gagner de l'argent. Parce que c'est un produit qui plaît aux petits garçons, à tous les âges, en fait. Contrairement à une pâtisserie moderne, glacée, un peu difficile à manger, vous êtes obligé de manger, ça, il y a beaucoup de magazines ou des choses comme ça qui vous font voir des fois des photos ou des produits qui ne sont pas toujours faisables dans un magasin. Donc il faut penser faire beau, bon, mais aussi rationnel. Le rationnel, c'est ce qui va vous faire faire des quantités, produire journalièrement le produit toujours très bon. Voilà. Donc je vais partir un petit peu sur les bases de viennoiserie. Donc là j'ai travaillé 2 pâtes en fait. Donc il y a une pâte levée feuilletée, entre parenthèses pâte à croissant. Vous en avez d'autres familles, vous pouvez faire la pâte à brioche feuilletée aussi. Donc c'est une pâte à brioche dans laquelle vous allez incorporer en gros pour 900 g de pâte à brioche 200 g de beurre. D'accord? Donc ça va vous porter la texture d'une brioche. Ça, c'est très à la mode en ce moment. Les brioches feuilletées, les choses comme ça. Donc, on pourra en parler si vous voulez. Mais, donc, pâte à croissant, c'est avec ça que j'ai fait. Et la pâte à brioche, classique. Alors, dans notre pâtisserie, surtout celle qu'on fait chez Le Nôtre, en fait, donc l'école Le Nôtre est séparée de la production. Dans notre production journalière, on a à peu près 500 personnes. Dans le respect de la tradition, on n'a pas des machines automatiques,
C'est juste la dimension des casseroles qui vont changer, ou les fours. Vous avez 10 fours, voilà. Mais tout est fait à la main. Donc ça ne changera pas. C'est l'esprit de Monsieur Le Nôtre. On ne passe pas au robot, on ne fait rien comme ça. Tout est fait à la main. On a juste une doseuse. C'est ce qui va doser pour faire les choux, les macarons, parce que c'est des grosses quantités. Mais toutes les viennoiseries, moi, en fait, quand je suis arrivé à l'école, j'ai fait tous les secteurs de la production pour comprendre le système de production, parce que les anciennes recettes de Monsieur Le Nôtre, en fait, on les applique à l'école. En production, avec le temps qui sont passés, ils ont été obligés de les modifier légèrement au niveau du système de travail. Donc, système de travail, ça veut dire la congélation, ça veut dire le transport, livré dans les magasins. Il y a toute une stratégie et une organisation spécifique à la maison Le Nôtre. Donc, les recettes ont été légèrement modifiées, mais toujours en gardant le respect de qualité. On a retiré tous les colorants de partout, tous les conservateurs, même dans les produits comme poudre à crème, donc la poudre pour faire la crème pâtissière, ça a été retiré de la production Le Nôtre. On travaille tout maintenant avec, on retourne aux anciennes techniques avec la maïzena, la farine, comme avant. D'accord ? Voilà. Donc on va parler au fur et à mesure, je vais vous expliquer les pâtes déjà. J'ai déjà de la pâte un peu d'étirée et j'ai déjà les coupes des produits pour vous faire voir les techniques de roulage, les techniques de pliage et les garnitures. Donc vous verrez tout, à part la pousse et la cuisson qu'on a déjà fait hier. Sinon il fallait 4 heures, c'était pas possible. Alors la chose importante en viennoiserie comme en pain, en fait, c'est que vous avez un élément important, donc surtout dans la viennoiserie, c'est le beurre. L'autre élément important, c'est la levure. La levure, c'est un organisme vivant. Donc souvent, les gens ont des bonnes recettes. On en parlera mercredi quand je traiterai de la pâtisserie en petits gâteaux. Ça va être intéressant aussi parce que je vais parler de la pâte à choux, de la pâte sablée et d'un montage en cadre. Donc c'est du rationnel. Et ça, c'est des techniques ou des idées de Monsieur Le Nôtre pour avoir des pâtes avec des goûts un peu spéciaux, mais en restant simple, c'est juste la technique. Toutes ces techniques peuvent être appliquées avec vos mêmes recettes que vous utilisez tous les jours à la maison. Donc ça, c'est une chose importante. Il n'y a pas obligation de prendre la recette typique Le Nôtre et tout ça. De toute façon, il y a des livres qui ont été écrits, des choses comme ça. Dans les livres, ce qu'on ne vous explique pas, donc ce qui est intéressant aujourd'hui, cette rencontre pour ce masterclass, c'est de parler des techniques. Alors chacun a sa vision des choses, il va vous dire aujourd'hui, ce professeur va vous dire comme ça, demain il y en a un autre qui va vous dire comme ça. C'est à vous d'essayer et de voir ce qui est le plus rationnel, le plus facile à faire chez vous, dans votre entreprise, en fonction de votre laboratoire, la température et les ingrédients que vous avez sur place. Hein? Pour le prix, je sais déjà que ça va être une question qu'on me posera sûrement, c'est combien on vend à Paris une viennoiserie comme ça. En général, je ne réponds pas, parce que ça ne fait pas partie en fait de notre... je veux dire, tout le monde peut faire de la bonne pâtisserie. Après, il faut savoir déjà calculer un prix de revient. Donc une fiche technique, par exemple, chez Le Nôtre, d'un croissant, c'est 10 pages. Tout est calculé. Les temps de cuisson, le temps que vous mettez, par exemple, un mois, on ne fait pas, mais pour vous dire, un entremets ou des bûches comme ça, c'est stocké dans un congélateur. Tout ça, c'est de l'énergie. Et tout ça, c'est calculé pour savoir exactement combien vous coûte un produit. Et c'est ça qui est important aussi. Donc dans nos recettes qu'on donne à l'école, et celles que, même dans mon activité actuelle que je fais, en fait, chaque produit, je vous mets la quantité exacte pour reproduire ma recette, ce qui va vous permettre de calculer un coût de revient de votre produit. Hein? Donc, en général, le beurre, la farine, l'eau, c'est pas ça qui va influencer. Ce qui va influencer, par exemple, comme à Paris, ben, si vous avez un magasin sur les Champs-Élysées, ben, ça c'est le loyer, c'est le prix des salariés qui vont travailler avec vous. Ça va être un autre coût important.
Et puis voilà, quoi. Après, il faut juste... nous, en fait, on n'est pas des marchands de tapis. En fait, le pâtissier, il vit surtout avec son cœur. Donc on doit être fier de ce qu'on met en magasin, on doit être fier de ce qu'on vend, et c'est votre nom qui va se répercuter. C'est une carte de visite que vous allez envoyer à chaque client qui va manger quelque chose de chez vous. Alors des fois, vous allez faire un petit peu moins de profit que le voisin, qui va utiliser de la margarine, de la vanilline, des choses comme ça. Voilà, ça c'est un choix. Donc on va pas faire polémique et parler de ça. C'est un choix personnel. Quand vous avez la passion, ben, vous essayez un produit, vous le faites. Et il faut surtout être régulier dans sa production, régulier dans sa fabrication, de façon que le client qui a trouvé votre croissant très bon aujourd'hui, il revient demain, c'est le même croissant. Ou le gâteau, c'est pareil. C'est comme le pain. Et pour ça, il y a des règles. C'est ça qu'on va parler un petit peu. D'accord? Alors, pour tout ce qui est pâte de viennoiserie, ou je disais aussi de boulangerie, en fait, vous avez une température, nous on travaille comme ça, en fait, une température de base. La température de base, c'est une... En général, là, vous est donnée avec la recette, vous la trouvez facilement. En fait, en fonction du... Alors, comme je vous disais, la levure vit. Et la levure va se nourrir avec des sucres de la farine, des sucres de votre recette. Ce qui va se passer, souvent on voit des gens qui ont des belles recettes. Nous, quand j'interviens par exemple dans un pays, comme ça, chez un artisan, on va voir que la personne, sa recette, elle est équilibrée bien. C'est sa façon de travailler, en fait, qui va faire la différence. La personne ne va pas savoir bien gérer sa fabrication. Et donc, il va avoir un produit qui est très bon un jour, un autre pas très bon un autre jour. Donc pour ça, pour la viennoiserie, en fait, on a des températures de base. Température de base, c'est une température qui est donnée, vous la recherchez en général, en boulangerie, on vous la donne, que ce soit pour les pains ou les viennoiseries, qui va par exemple dans le croissant ou la brioche, on est aux alentours de 54. Donc d'accord? Vous vous rappelez bien ça? 54. Ça peut varier selon les recettes. Ensuite, en fonction... alors, la levure va être active à la chaleur. Enfin, dès que votre pâte commence à chauffer, elle mange plus. Plus c'est chaud, plus ça mange. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de votre temps pour fabriquer votre pâte, vous allez réchauffer la pâte. Plus vous réchauffez la pâte, plus la levure va manger le sucre, et plus votre produit, en fait, il va avoir moins de sucre. Si vous avez fini avec une pâte chaude, et puis si vous avez une pâte froide, bon, c'est pas très bien, mais bon, c'est assez rare d'avoir une pâte froide. Donc on va travailler comme ça. Le pâtissier ou le boulanger, il va prendre la température de sa farine. D'accord? Vous faites la température de votre farine, la température de votre laboratoire, parce que vous pouvez avoir des laboratoires climatisés aussi, et vous allez les additionner ensemble. Alors par exemple, on va faire un exemple simple. J'ai 20 degrés ma farine et j'ai 24 dans mon laboratoire. On va faire le contraire, parce qu'il fait déjà chaud dans votre laboratoire. Donc ça fait 24 la farine, 20 dans votre laboratoire. On est à 44. Quand vous avez additionné les deux chiffres, vous retirez de 54 ou 56, et ça va vous donner la température du liquide que vous allez incorporer dans votre pâte. Et ceci en fonction de vos machines. D'accord? Donc les machines, il y a des machines qui vont, surtout on ne va pas tourner très vite, mais plus vous allez tourner, plus vous allez réchauffer la pâte, et plus votre levure va commencer à manger. Donc après vous aurez un produit, quand lui il a mangé gonflé, vous pouvez lui taper dessus et baisser, lui il a quand même mangé. Donc il a utilisé le sucre qu'il y a dans votre recette. Donc on va essayer de partir avec une température de 54-56 au départ, et de finir avec une température aux alentours de 27-28 degrés finale. Quand vous l'avez fini de pétrir, vous mettez sur la table. En théorie, si vous avez respecté ces critères de fabrication, vous allez être aux alentours de 27-28 degrés. Donc ce qui est bien, et ce qui est bien surtout, c'est de toujours faire comme ça, parce qu'aujourd'hui, votre pâte, il y aura autant de sucre aujourd'hui que demain.
Si vous finissez votre pâte, par exemple, il fait très chaud, votre farine est chaude, votre laboratoire est chaud, vous mettez les œufs que vous avez laissés dehors, dans votre brioche comme ça, et ben vous allez finir peut-être à 31, 32, et là c'est pas bon parce que votre pâte est déjà en train d'activer la pousse. Donc la levure est en train de manger le sucre, et donc vous aurez un produit un jour qui est un peu moins sucré, moins joli aussi, plus difficile à travailler, et surtout quand vous allez après mettre, pour faire gonfler le produit, ben vous ne savez pas quelle heure. Parce qu'en général, un pâtissier qui va ouvrir un magasin à 6 h le matin, il va déjà mettre ses viennoiseries dans une chambre de fermentation programmée avec un temps. Donc il se dit, par exemple, j'ouvre à 6 h, mon produit doit être fini à 5 h, on va dire, le temps de cuire, comme ça, c'est chaud, c'est sympa. 2 heures de fermentation, donc 5 h, il va mettre 3 h, donc ça va mettre à 3 h. Donc en général, petit à petit, il va commencer vers 1 h à augmenter la température, de façon que votre produit, du froid qui dort, la levure elle dort, du froid, il va passer après en fermentation. Et quand vous arrivez le matin, vous ouvrez, votre produit, il est déjà presque prêt à cuire. À 30 minutes plus ou moins, le temps que vous buvez votre café, choses comme ça, vous êtes prêt. Voilà. Et donc ça, c'est pour avoir une régularité. Si vous mettez des produits dont la levure est déjà une partie utilisé, votre sucre déjà utilisé, ou qu'il n'y a plus assez à manger, vous avez des pâtes qui ne sont pas très bonnes, l'aspect de votre produit n'est pas très joli, et en plus vous aurez des temps qui vont changer. Ça sera plus 2 heures, des fois ça pourrait être 2h30, 3 heures, parce qu'il n'y a plus rien, ça fatigue à pousser. Et donc il y a ce critère-là, et vous pouvez avoir des produits prêts en 1h30 qui ne seront pas très bons, ça va aller beaucoup plus vite. Mais ben voilà, si vous arrivez, vous, au bout de 2 heures, c'est déjà trop levé, vous allez cuire et vos produits vont redescendre. Voilà. En gros, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Si vous êtes régulier dans votre fabrication, vous serez régulier dans votre produit dégustation. C'est la même chose. L'un va avec l'autre. D'accord? L'autre chose importante, selon les... alors là, sur le salon, les farines espagnoles, je ne les connais pas très bien. Donc nous, en France, on travaille pour tout ce qui est pain, viennoiserie, feuilletage, avec une farine qui s'appelle T55. D'accord? T55. Après, on va travailler pour la farine, avec de la farine de gruau, type 45. C'est une farine plus forte pour la brioche. La brioche a besoin de plus d'élasticité. Donc déjà, dans son procédé, ça va être différent. On va travailler une pâte à brioche beaucoup plus longtemps et lentement, de façon à créer, on appelle un réseau. Le réseau, c'est quand vous tirez la pâte, vous voyez l'élasticité, et vous pouvez presque voir à travers de la pâte, ça fait comme un voile. Ça, c'est le réseau. En fait, en pain courant, la baguette, les choses comme ça, ou le croissant, on n'a pas besoin d'une grande, tout ce qui est fruité, on n'a pas besoin d'une grande élasticité. Donc on va travailler. Alors je sais qu'il y a des gens qui travaillent avec le taux de protéines dans les farines, c'est un peu compliqué. Nous on travaille, enfin moi personnellement j'ai une expérience aussi, j'ai travaillé 20 ans en Italie. Les Italiens vont surtout avec le W. Le W en fait c'est la force de votre farine qui s'exprime avec un W plus un numéro. Donc pour des pâtes comme la pâte sablée, la pâte à tarte, tout ça, on va aller chercher un W assez bas. Donc en général, vous avez à peu près 4 catégories de W selon nos fabrications de pâtisserie. Après vous pouvez faire moitié, comme ça, mais en général c'est comme ça. Donc ça peut aller le W de 100 à 400. On va dire 400, c'est en gros comme ça. En général, de 150 à 180, c'est tout ce qui est pâte pour les petits biscuits, ce sont les pâtes pour les sablés, des choses comme ça, où on n'a pas besoin et on ne veut pas d'élasticité. Donc peu de gluten. Donc c'est ça. Ensuite, on va passer de 180, c'est une bonne farine, donc c'est tout, ça s'appelle la 55.
c'est toujours la 55, c'est la farine qui va être utilisée pour le pain, la baguette, le feuilletage, des choses comme ça. Et là, on va avoir un W qui va être aux alentours de 180 à 210, 220. 210, c'est le bon W pour une baguette française, par exemple. Aussi pour les croissants, des choses comme ça. Après, vous avez plus haut, vous montez à 300 en W, c'est la farine de gruau, 300, 320 à peu près. Et donc, ça, on commence à avoir du gluten dedans, dans cette farine. Et pour certaines recettes bien spécifiques, exemple, par exemple, le panettone italien, les choses comme ça, on va aller chercher une farine encore plus forte en G. Bon, ça dépend des pâtissiers, parce qu'il y en a qui sont... Mais en général, vous êtes sur les 340, 360 W. Donc ce sont déjà des farines qui ont beaucoup d'élasticité. Voilà. Est-ce que c'est clair, ça? Vous dites que vous en avez marre que je parle trop. Voilà, donc ça c'est intéressant déjà de comprendre qu'on ne peut pas faire par exemple un bon croissant avec une farine forte. Si je prends du 300, ça ne va pas. Ça m'est arrivé hier, j'ai refait, et en fait, parce que je n'ai pas trouvé vraiment le W, l'information. C'est normal, hein, on est dans un pays, si je devais faire 2 fois la même recette, je pourrais ajuster. Là, j'ai fait 50% de farine forte, 50% de farine faible pour arriver, je pensais, à un 210. Mais je vois que mes pâtes étaient assez élastiques pour faire le croissant, quand même. Donc, si je devais refaire, je prendrais 30% de farine forte et 70% d'une farine plus faible. Après, c'est à vous d'ajuster. Aussi, dans une pâtisserie, c'est la régularité d'un produit dans votre fabrication. Les recettes, des fois, les gens nous disent « votre recette ne marche pas », choses comme ça. Mais c'est des fois aussi parce qu'un jour, quelqu'un va utiliser une marque de farine, après il y a une promotion, il va prendre une autre marque, après c'est comme le chocolat. Alors un jour, ou la gélatine. La gélatine, un jour, il y a une promotion, donc vous allez acheter cette... Mais tous les produits, il faut déjà les connaître pour savoir c'est quoi leurs critères. Dans la gélatine, vous avez des forces de gélatine. Bah, vous pouvez avoir une gélatine pas chère, hein. Personne vous fait de cadeau en fait. C'est parce qu'elle est beaucoup moins forte que celle qu'on achète normalement. Donc ça, pour vous c'est intéressant. Mais après quand vous pensez au niveau du coût, en fait vous allez en mettre plus. Des fois voire 30% de plus. Donc si vous économisez 20% d'argent, vous mettez 30% de plus de matières premières, vous ne gagnez pas grand chose, presque vous perdez. D'accord? Donc bien connaître ces ingrédients. Je répète, moi j'ai fait beaucoup de recherches et puis bon, bah, il y a des gens... le beau de notre métier en fait c'est de voyager, enfin surtout voyager parce qu'on voit beaucoup de choses de tous les pays, on apprend dans tous les pays, on apprend à tous les âges. Je crois qu'il faudrait, déjà avec toutes les choses que j'ai vues, si je voulais les remettre en pratique, tout ça, il faudrait au moins 3 vies. On n'en a qu'une, alors on va faire 30% des recettes qu'on a. Mais ce qui est beau dans notre métier, c'est tout ce qui est alimentation, tout ce qui est gastronomie, c'est international. On parle le même langage. Les gens intelligents, les cuisiniers, les pâtissiers, les choses comme ça, quand on voit 2 professionnels, même s'ils ne parlent pas la même langue, ils se comprennent, parce qu'ils sont déjà dans le même esprit. Ça va vite à comprendre. Hein. Vous avez des très très bons pâtissiers, on en a en France des très très bons, on a tout aussi, on a des médiocres, on a des pas bons, voilà. En Espagne, vous en avez des très très bons, j'en ai connu, j'ai eu la chance de rencontrer il y a beaucoup d'années Paco Torreblanca. Pour moi, c'est un grand professionnel de la pâtisserie, c'est quelqu'un qui a été... Il a pris ses bases en France, en fait, mais il a refait sa pâtisserie à son idée avec des bonnes bases. Comme je vous disais ce matin, c'est ça qui est important, avoir les bonnes bases. Sans bonnes bases, vous ne pouvez pas créer, ça c'est sûr. Si vous avez juste une recette de quelqu'un que vous prenez, un livre de Pierre Hermé, tout ça, si vous n'avez pas les bases pour comprendre ce que le chef a voulu faire dans sa recette, vous n'arrivez pas à la faire. Il faut avoir des fois la chance de faire un stage pour comprendre le chef, ce qu'il a voulu transmettre dans sa recette, sa façon de travailler,
Donc des recettes, il y en a par exemple, je vous dis, comme la pâte sablée, vous en aurez peut-être 200, 300, selon les pays, il fait chaud, il fait pas chaud, on utilise le maïs, on utilise la semoule, voilà. Et ça c'est beau dans notre métier parce que nous on continue d'apprendre en échangeant avec des professionnels internationaux. On ne sait pas quelque chose, on le demande, il n'y a pas de honte. Même moi, je demande des... J'ai beaucoup d'amis cuisiniers, traiteurs, comme ça, je veux faire un produit salé, comment tu ferais, voilà, il faut échanger. On grandit en échangeant. Hein. Quand on va garder toutes ces recettes pour soi, comme ça, dedans vous mourrez doucement. Parce que vous allez répéter pour garder, mais vous n'allez pas explorer ce qu'il y a dehors. Et s'il n'y a pas d'entrée de connaissances et de nouvelles, ben, vous allez vivre une vie professionnelle assez plate. Voilà. Bon, on va passer un petit peu aux choses sérieuses. Alors, on va parler de la première pâte, donc la pâte à croissant ou la pâte feuilletée, levée feuilletée. Alors, il y a énormément de recettes, énormément de procédés, de pensées aussi, des gens qui pensent. Et puis après, on va parler un petit peu, je vais vous parler de la créativité. Donc, vous allez voir qu'en fait, il faut bien comprendre sa recette, bien la maîtriser, avant de créer quelque chose qui, peut-être, risque de vous échapper. Dans le sens, j'ai déjà fait des essais, j'ai pris la recette. Moi, j'ai appris, par exemple, j'ai fait un cours de viennoiserie avec un meilleur ouvrier de France, à l'époque, chez monsieur Clément, qui était professeur à l'école Nôtre quand j'étais pas bébé, mais un peu plus, comme ça. Et en fait, ces gens qui nous ont transmis, en fait, vous allez, nous comme professionnels, on a envie de donner la chance de ce qu'on a reçu et de la retransmettre de nouveau à d'autres personnes. Parce que vous allez avoir des gens qui vont travailler dans des établissements et le chef va garder toutes ses recettes, il va vous donner des recettes fausses, comme ça, et c'est pas bien, parce que la personne, en fait, on est des... C'est un peu, en France, on a les meilleurs ouvriers de France, voilà, donc le meilleur ouvrier de France, c'est un esprit, c'est l'esprit de représenter notre pays et de transmettre, pas seulement de penser, on est le meilleur, on a été sélectionné tous les 4 ans, on est le meilleur pâtissier de France, voilà, ça c'est pas bien. Il ne faut pas, au niveau commercial, bon, il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas, mais c'est surtout l'objectif, c'est d'avoir la passion du métier, apporter des nouvelles techniques ou des nouvelles connaissances dans ce métier, boulangerie, pâtisserie, charcuterie, traiteur, cuisinier, comme ça, et surtout de les partager, de donner vos connaissances aux gens. Ça, c'est la chose fondamentale des meilleurs ouvriers de France. Donc, monsieur Lenôtre a été meilleur ouvrier de France honoraire, en fait. Il n'a pas passé le concours. Donc vous avez aussi beaucoup de pâtissiers qui ne sont pas meilleurs ouvriers de France, mais qui ont le niveau, parce que le meilleur ouvrier de France, en fait, c'est pas obligatoire. C'est vous qui vous inscrivez pour passer le concours. Après, vous aurez des sélections, tout ça, fait par des meilleurs ouvriers de France. D'accord. Actuellement, ça fait 3 sessions, je suis jury du meilleur ouvrier de France chocolat, donc ça fait 12 ans. Et avant, j'étais meilleur ouvrier de France, jury meilleur ouvrier de France, pâtissier. Et pourtant, je ne suis pas meilleur ouvrier de France. Donc les meilleurs ouvriers de France, collègues ou des choses comme ça, ont sélectionné une partie de personnes qui pensent, j'espère, qu'on travaille bien et qu'on peut juger le travail d'un meilleur ouvrier de France. Et que ces gens, on va les juger pour qu'ils aient le col bleu, blanc, rouge pour faire partie des nouveaux meilleurs ouvriers de France. Voilà, donc c'est cet esprit de vouloir transmettre en fait, meilleur ouvrier de France, pas meilleur ouvrier de France, voilà, c'est... Donc je reviens à monsieur Clément, en fait c'était quelqu'un qui vraiment, quand vous avez envie d'apprendre, vous avez des personnes qui vous donnent des informations sur la formation. Je me rappelle, on faisait 4 jours de formation à l'école Nôtre, viennoiserie à l'époque. Tous les soirs, j'avais mal à la tête, parce que je ne me rappelais plus de tout ce qu'il m'avait dit. C'était une Bible. En fait, on demandait, il nous répondait, tu veux faire ça, ok, on change la recette, on va faire comme tu veux, et voilà.
Et ça, c'est des beaux stages. C'est des stages que vous retournez à la maison, vous avez envie de refaire les produits, vous avez déjà posé des questions à la personne, pourquoi ça ne vient pas bien quand je le fais, il va vous répondre, c'est où le problème, donc déjà, vous allez refaire votre même recette, ça va marcher, vous êtes content, ça c'est un vrai stage. Que ce soit dans une école ou que ce soit un professionnel qui vient chez vous. Il va regarder comment vous travaillez et il va essayer de trouver la solution ou des fois où il y a des problèmes. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours travaillé avec ces bases, enfin, en fait, de la maison Le Nôtre. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, à l'école, ils savent déjà que bah, j'ai un esprit, je connais Monsieur Le Nôtre, je connais l'école, je l'ai fréquenté, j'ai fait une dizaine de stages. Donc, je connaissais l'esprit à l'époque et on a voulu retourner comme ça, à la même époque, avec des nouvelles idées et des nouvelles techniques. Parce que la pâtisserie, ben, c'est comme tout, ça a évolué, il a fallu changer. Donc, en gardant les bases. Donc c'est pour ça qu'on peut créer des éclairs un peu plus sophistiqués comme ça. On garde toujours nos bases chez Le Nôtre. Par contre, on va respecter tout ce qui est le fondamental. Une éclair bien glacée, un millefeuille fait chez Le Nôtre, le millefeuille est fait 2 fois par jour. On ne va pas vous donner un millefeuille congelé. Le millefeuille va être fait le matin jusqu'à midi, poubelle. Parce qu'on considère que le feuilletage, ça doit être très croustillante, et voilà. Et donc une bonne crème bien souple à l'intérieur d'un millefeuille va mouiller votre feuilletage, et si vous le mettez et le lendemain vous en faites trop, le lendemain vous le mangez, ben votre feuilletage est tout mou, et c'est pas bon. Voilà. Donc ça c'est des esprits de tradition, comme pour la viennoiserie. Alors, pour retourner à notre pâte à croissant. Donc, vous pouvez utiliser la même chose. Bon, moi, j'ai ma température de 54. On essaye de respecter ça. On va essayer de s'approcher le plus possible du W que je parlais. Donc, en connaissant les farines, comme il n'y a pas les renseignements techniques sur les sacs de farine, ben, on y va un petit peu la première fois comme ça. Et puis on ajuste, si je devais refaire demain la même recette, je diminuerai en farine forte et je mettrai un peu plus de farine. Voilà. Il faudrait voir les croissants. On va voir si c'est poussé. Voilà. Donc après, il y a plusieurs façons de fabriquer vos pâtes en viennoiserie. Vous avez le direct, qui est souvent utilisé. Vous avez la façon en utilisant un pouliche. Donc le pouliche, c'est une partie de votre farine qui va être utilisée avec le total de votre, en général, le total de la levure et le liquide. Donc on va laisser ça, c'est la technique en fait qu'on fait chez Le Nôtre. Donc on mélange une partie de farine, la totalité des liquides, on met par-dessus le reste de la farine, de la recette. Au bout de, bon, ça va dépendre de la température, mais en fait quand vous avez recouvert de farine votre mélange farine, levure et liquide, qui peut être lait, eau, etc., quand votre farine au-dessus elle commence à craquer comme un petit volcan, vous pouvez ajouter le reste des ingrédients et pétrir. Et donc chaque technique va apporter une chose un peu différente à vos produits. Ça va être le système du pouliche, ça va être la longévité de fraîcheur. La conservation dans le magasin, ça va moins sécher comme ça. Voilà. Après, il y a des gens qui vont utiliser d'autres techniques, qui vont utiliser l'autolyse, qui est un mélange sans juste mélanger, laisser reposer, et après vous ajoutez le reste des ingrédients. Voilà. Après, c'est un peu compliqué. Après, il y a des gens qui vont ajouter de la pâte fermentée dans vos viennoiseries. Donc en fait, le principe d'une pâte fermentée, je crois qu'il y a des boulangers, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais je vais parler pour la viennoiserie. En fait, vous avez de la pâte fermentée viennoise, qu'on appelle. C'est le même principe que pour les boulangers. En fait, vous faites une pâte à brioche, d'accord? Vous allez garder une petite partie au frigo de votre pâte déjà faite, qui a déjà levé, comme ça, et on fait un ajout, on fait la nouvelle recette, normalement, et on ajoute en général 200 grammes de cette pâte qui était faite avant, le jour avant, dedans. Et ça va vous apporter aussi des critères en goût, en flexibilité,
Le temps de pousse aussi, ça va réduire. Voilà. Donc ça, c'est une autre technique, pas de fermenter. En boulangerie, on garde une pâte à pain de la veille. En viennoiserie, on garde une pâte viennoise, une pâte surtout de brioche, pour l'apporter dans la recette. Donc c'est pas très utilisé, mais ça existe. Voilà. Ensuite, le problème, c'est donc de bien respecter les temps de pousse. Donc là, vous avez une pâte qui va être mélangée, pas trop mélangée pour la pâte à croissant, parce qu'en fait, on ne veut pas trop d'élasticité. Sinon, à chaque fois que vous allez, comme le feuilletage, mettre le beurre, plier, les choses comme ça, vous allez apporter encore plus d'élastique, et ça va avoir des croissants qui vont se craquer, en fait. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé hier. Et donc ça, il faut bien laisser reposer les pâtes. Et la température, en fait, pour bien laisser... En fait, il faut savoir que la levure, elle est active à partir de 3 degrés. Petit, mais elle commence à se réveiller. De 0 à 3, elle dort. Donc elle est au lit, tranquille, elle ne mange pas votre sucre, rien. Au-dessus, elle commence petit à petit. Donc ça peut arriver des fois de mettre dans un frigo qui n'est pas très régulier, ça arrive souvent, un morceau de pâte déjà feuilleté, et vous allez voir qu'il a gonflé quand même. Donc ça, pour éviter, ça c'est pas bon, parce qu'en fait vous avez fait tout bien le travail, mais c'est pas votre faute, le frigo, il a... En fait, si l'épaisseur de votre pâte est trop épaisse, trop haute, le temps que à l'intérieur vous soyez à 2 degrés, ça va mettre peut-être 4, 5, 6 heures. Et pendant ce temps, la pâte, elle commence à gonfler. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais mes pâtes, je les passe à peu près 30 minutes au congélateur, de façon à descendre vite la température. Je ne veux pas congeler, mais je veux descendre. Et après, je mets au frigo. Comme ça, j'ai déjà apporté du froid, beaucoup sur l'extérieur, qui va rentrer après l'intérieur. En l'espace de 1 heure, à peu près 30 minutes, j'ai mes pâtes qui sont à 3 degrés. Et donc, ça ne gonfle plus. Voilà. Ok. Donc après, ben voilà, le beurrage dont on va prendre la détrempe, c'est comme le feuilletage, en fait. Même principe. La seule chose, c'est qu'un feuilletage, on va donner 5 tours. Donc tout le monde sait faire feuilletage. En viennoiserie, en pâte levée, on va donner 3 tours. Enfin, 3 tours. Il y a des gens qui font un tour double, un tour simple. Donc un tour double, un tour simple. Il y en a qui donnent 3, et c'est le maximum, c'est 4. Pas plus de 4. Pour avoir un bon croissant bien levé. Et donc à partir de cette pâte à croissant, après, vous pouvez faire le croissant, le pain au chocolat, les viennoiseries fantaisie, et voilà. Quoi d'autre? À savoir, vous voulez faire, moi je l'ai fait, vous voulez inventer une pâte viennoise, donc un croissant qui ait le goût de chocolat, le goût de café et tout ça. Ça on en parlera aussi mercredi. On n'invente pas comme ça. En fait, vous ne pouvez pas inventer à créer une recette en disant j'ai ma pâte à croissant, je rajoute du cacao en poudre, elle devient croissant au chocolat. C'est pas ça, la pâtisserie. La pâtisserie, c'est, on a déjà calculé dans votre recette qui est bien tous les jours, qu'il y a tant de farine, tout ça. Donc il va falloir comprendre ce que vous voulez ajouter dedans, dans votre recette, pour donner un autre goût, et retirer de votre recette une partie de cette même famille. Si vous ajoutez un liquide, donc vous allez retirer ou du lait ou des œufs de votre recette. Si vous ajoutez du cacao en poudre, ça fait partie des farines, c'est des choses qui absorbent. Donc vous allez retirer une partie de farine, et tout ça, ça doit être calculé, pensé. D'accord? On n'invente pas comme ça, on ne fait pas une pâte à croissant, et puis je rajoute de la pistache en pâte, ou de la noisette pour faire un croissant à la noisette. Je vais rajouter du beurre dans les noisettes, dans les pistaches. On a 50% de gras, et ça c'est important parce que vous n'avez pas les mêmes recettes, ça risque de ne pas marcher dans votre fabrication. Donc important, toujours savoir, si j'ajoute un liquide, je retire un liquide, j'ajoute une matière poudreuse,
farine, quelque chose de cette famille, je retire de la farine. Je ajoute une matière qui contient du gras, je retire du gras de ma recette. Ça, c'est important. Et après, vous pouvez faire tous les croissants. J'ai déjà fait des croissants au café espresso, etc. Mais vous retirez du lait de votre recette et vous ajoutez du ristretto espresso. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, dans notre brioche hier qu'on a fait, on attendait le sucre semoule. J'avais un très bon sucre brun, très brun. Donc le goût était bien intéressant. Bah, j'ai retiré tout mon sucre de ma recette et je l'ai mis. De toute façon, c'est la même famille. C'est juste le goût qui est différent. Donc j'ai apporté une couleur un peu brun clair, mais un goût bien un petit peu légèrement réglisse, vanillé, avec ce sucre. J'ai rien changé du tout parce que c'est la même famille. J'ai retiré le sucre traditionnel pour du sucre cassonade des marins. Voilà, ok. Si vous ajoutez des épices, cannelle, des choses comme ça, la quantité est tellement petite que vous laissez comme ça. C'est surtout quand on ajoute des liquides que là on va intervenir sur la recette. Voilà, donc ça après, on va parler maintenant de la pâte à brioche. Ben, la pâte à brioche, c'est entre parenthèses, c'est plus facile à faire, on n'a pas de tourage à faire. Donc on va commencer à pétrir. Enfin moi je mélange une partie de mon liquide avec ma levure. Dans tout ce qui est viennoiserie, par contre, c'est valable dans tout. Le pain, la viennoiserie. Le sel, le contact sel-levure, ça tue la levure. Donc on va éviter de mettre un contact. Par exemple, vous savez, vous mettez tout dans la bassine, vous mélangez. Il risque d'y avoir du sel qui va toucher la levure et ça va la faire mourir. Donc ça, c'est pas à faire. En sachant que dans votre procédé pour fabriquer votre pâte, vous avez toujours la possibilité de le mettre après le sel. En boulangerie, on commence à mélanger. Vers la fin, il y a toujours assez d'humidité. Vers la fin du premier pétrissage, on commence à mettre le sel. C'est encore humide et le sel va fondre. Donc votre levure est toujours... elle n'est pas en contact avec le sel, elle a déjà été mélangée avec de la farine, du liquide, elle est déjà en pâte. C'est ça qui est important. Donc le sel, important. Et pareil, ben là il faut que j'ajoute un autre ingrédient avec ma levure, que ce soit de lait avec du lait, je la mélange avec ma farine. Après je peux mettre le sel. Mais en général, je commence à pétrir, je mets mon sel et c'est la dernière chose que je mets dans ma recette. Voilà. Donc pâte à brioche, ben, c'est classique, il y a plein de recettes. Je vous dis, il faut une farine assez riche en gluten, on veut une élasticité. Et là par contre, pour pas trop chauffer notre pâte, on va pétrir vitesse lente longtemps. Contraire de si vous voulez faire de la pâte sablée par exemple, on veut pas. Ce qui va créer en fait le réseau, c'est l'élastique de la pâte pour la faire gonfler après, que les gaz de la levure soient bloqués. En fait, c'est l'élasticité. L'élasticité, elle est créée avec gluten et eau. Plus vous mélangez du gluten et de l'eau longtemps, plus vous créez de l'élastique. Donc si quelqu'un vient mercredi, on parlera des pâtes sablées, des choses comme ça. Et là, il y a une technique spéciale de Monsieur Le Nôtre, on va éviter tout contact avec l'eau dans les farines pour fabriquer ces pâtes-là. Donc ils sont hyper friables, et c'est la technique de mélange en fait qui est intéressante. Il faut juste comprendre ces principes. C'est pour ça que je vous dis, avoir des recettes, internet, des livres, sans explication, il n'y a pas le suivi de l'explication technique de la recette. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça me vient un jour comme ça? Pourquoi ça n'existe pas? Si vous le savez, ces choses-là, vous pouvez prendre n'importe quelle recette et procéder comme on vous a appris. Mais les petits points qui font la différence, en général, ils ne sont pas écrits dans les recettes. Le chef fait comme ça, comme ça, comme ça, mais des fois, il y a des petites techniques qui ne sont pas vraiment expliquées parce que c'est pas très intéressant dans les livres, mais c'est hyper intéressant pour nous, professionnels, pour comprendre quand on a un problème. Quand toutes les recettes vont bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand on a un problème que là on dit « et pourquoi ça m'a fait ça ?» Et je ne sais pas. Parce que... Voilà. Et c'est là qu'il faut que vous sachiez ça fait quoi, le chocolat pas tempéré, pourquoi ma pâte à tarte elle se réduit, pourquoi mon beurre va tomber.
pourquoi mon feuilletage il rétrécit comme ça. Et donc, en ayant des connaissances, si ça vous arrive, vous allez corriger. Corriger avec des ingrédients, des façons de travailler différentes, pour arriver à ce que vous voulez, le produit le meilleur possible. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Oui. Non, alors à la fin non. Parce qu'en fait à la fin, elle risque, dans une masse déjà pétrie, elle risque de rester en petits grains. Elle a besoin quand même d'une grande quantité de liquide pour fondre. Alors, selon les quantités que vous faites, vous avez plusieurs façons. Enfin, moi j'essaie de diluer dans le liquide de mon pétrissage. Donc je suis sûr, après je peux mettre le sel, tout ça, elle n'est pas en contact direct. Dès l'instant que vous la mélangez avec un autre ingrédient, il n'y a plus de souci. Mais en fait, c'est des gens qui pèsent des fois, ils vont peser farine dans la cuve du batteur, farine, la levure dessus, le sel, le sucre, et peut-être ils pétrissent dans 5 minutes, et là, le sel, il a commencé à tuer une partie de votre levure. D'accord? La chose importante que je n'ai pas dit, c'est toutes les personnes qui vont faire de la congélation de produits, d'accord? Il faut savoir qu'une levure normale, la levure de boulanger de la recette comme ça, pendant 3 jours, elle a le même résultat. Au bout du 4e, 5e jour, elle commence petit à petit à mourir par le froid. Donc là, vous pouvez intervenir de 2 façons. C'est ou doubler les quantités de levure, ou ajouter, on appelle ça un améliorant de froid, c'est 1%. C'est un produit qui va protéger votre levure dans le congélateur, en fait. Mais après une semaine, même une viennoiserie, une pâte n'est plus bonne. Ça pousse plus bien du tout, on ne comprend plus rien. Croissant. In English? Donc vous voulez, c'est quelle pâte vous voulez faire? Si vous voulez, on en parlera après. Parce que, en fait, vous n'avez pas de micro et je vous entends mal. D'accord. Bah, après, si vous voulez, on peut parler. Et je vous vais. D'autres questions? Ça va? Es muy difícil. Tiene que haber mucha técnica, mucha experiencia. El lievito madre es una cosa que vive y cada día es diferente. Depende de la fuerza del lievito madre cada día. El producto es mejor, pero es muy difícil. Lo he estudiado con un pastelero italiano, el lievito natural, pero si no lo hace cada día, una vez sí, una vez no, es muy difícil. Okay. La parte que talla. Ok. Alors, tiene 2 posibilidades. Las primeras partes que talla le puede poner dentro del poisson. Okay. O, senza trabajar la pasta, la pone en frío. Cuando hace la nueva pasta, la pone a la final de la pasta, para no perder nada.
cosa mejor non haber mucho. Para los croissants, tenemos dimensión para no hacer dimensión para el tallo y haber poco a poco. En un kilo y medio de pasta, no poner más de 200 de esta pasta. Ok, voilà, donc pâte à brioche, c'est la même chose. Donc je vais vous faire voir un petit peu maintenant certaines préparations qu'on a faites, d'accord? Donc on va prendre la plaque, voilà, la grande plaque. Voilà. Je vais vous donner un petit peu. Par contre, on peut faire passer un peu les plateaux pour goûter. Il faut bien regarder que c'est passer un petit peu. Voilà, j'ai quelques exemples hein, pour vous faire voir les gestes en fait qu'on utilise nous. En fait, dans ce masterclass de viennoiserie, j'ai pas voulu pointer beaucoup sur faire des recettes que tout le monde dit, hein, le chef il a fait. Bon, ça vous l'avez. Vous savez qu'avec une bonne pâte, c'est plus important des informations à vous donner pour réaliser chez vous des fantaisies de recettes que de vous donner des recettes et de dire comme ça. Là, je vais faire, avec le temps qui nous reste, je vais faire différentes façons pour vous faire comprendre comment on va procéder et comment j'ai fait. Alors, par exemple, celui-là, je vais vous expliquer. Ça, c'est un carré. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que c'est très simple. C'est juste la forme et la technique qui est intéressante. Donc, on va partir sur une pâte à croissant. On va laisser bien reposer. Alors, en général, on va éviter de travailler avec des pâtes qu'on étale de forme irrégulière. On va toujours travailler le plus carré possible. Donc, moi, en fait, mes recettes sont étudiées pour des plaques 40-60. D'accord ? Facile, parce que vous pouvez étaler avec la machine, pour ceux qui ont la machine. Vous mettez une, comprenador. Et quand vous allez couper, ça va être bien propre, ça ne va pas se rétracter, la pâte reste comme ça. D'accord? Donc là, c'est la pâte à croissant, classique, étalée sur 3 mm. Pour les viennoiseries fantaisie, c'est 3 mm,5. Il y en a qui font 4. D'accord? Et ça, on la met en pouce. Comme ça. Ensuite, quand vous avez votre pâte qui est levée, au bout de 2 heures, il faut à peu près 1h30, 2 heures. Là, ça va être plus 1h30. On va prendre une crème pâtissière que j'ai mis dans des moules silicone ronds, d'accord, hauteur de à peu près 1 cm, et que j'ai congelé. Donc en fait, quand ça va être levé, je vais prendre mon disque de crème pâtissière, enfin je vais déjà passer de l'œuf, qu'on appelle de la dorure. Donc la dorure, il y a plein de recettes. Il y en a qui mettent de la crème avec des jaunes, il y en a qui mettent des œufs, des jaunes et de l'eau. Voilà, il y a plein de recettes. Dorure normale. Et au milieu, je vais appuyer avec, comme ma crème est dure, ça me fait le poids, je peux appuyer, mon bord va se lever. Et en fait, en cuisson, ça ne va pas bouillir et pas sortir. Parce que ma crème pâtissière est déjà cuite, et en plus, le temps qu'elle décongèle, une viennoiserie c'est à peu près 15 à 17 minutes de cuisson. Le temps qu'elle décongèle, en fait, elle n'a pas le temps de rebouillir comme ça. Donc la forme ne change pas. Donc ça vous donne des ouvertures de recettes comme crème pâtissière classique, vanille, au café. Vous
pouvez faire à la pistache, voilà, ça vous donne déjà. Dessus, en fait, je mets un fruit, parce que le fruit, en viennoiserie, c'est un petit peu compliqué, parce que le fruit frais, comme la framboise, des choses comme ça, c'est un petit peu compliqué parce que ça tombe, ça... voilà. Donc là, on va utiliser, et en plus, il y a des pays où même une framboise, ça coûte très cher. Donc la purée de framboise, ou la purée de fruits généralement congelée ou déjà faite, on la trouve partout. Vous avez un bon goût de fruits, et là je vais ajouter 30% de sucre dans 1 kg de purée, et je vais ajouter à peu près 20 grammes de pectine. C'est aussi tendance. Avant, on utilisait beaucoup dans les viennoiseries la confiture. Et la confiture, la vraie confiture, c'est au moins autant de fruits que de sucre. Donc la tendance des gens, c'est de manger des choses moins sucrées. Donc cette technique, en fait, d'utiliser une pectine qui s'appelle la pectine NH, cette pectine NH n'a pas besoin de 50% de sucre pour agir. Elle va devenir comme une confiture, avec beaucoup de goût de fruits et très peu de goût de sucre. D'accord? Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire abricot pistache, griotte, pistache, marron, cassis, voilà. Avec une idée comme ça, vous pouvez faire déjà beaucoup. Ensuite, vous avez, j'ai au congélateur un petit disque de crème. Mon assistant tout à l'heure, je vais lui demander d'aller chercher. Et comme ça, il va vous expliquer, et je vous ferai voir. Donc il faut que au moins votre disque soit 2 cm plus petit que votre pâte. Si vous êtes trop près, vous allez casser et ça va mal lever. D'accord? Donc ça, c'est toujours... on va prendre le grand classique, le croissant. Alors le croissant, en fait, il y a des gens qui vont les faire épais, larges. Nous, on va travailler comme ça. Enfin, moi personnellement, je travaille comme ça. Œuf, beurre, un petit peu d'alcool si vous voulez, c'est pas grave, et un tout petit peu ou de fécule, ou de, par exemple sur 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, tout 100 grammes, je mettrai 10 grammes de farine ou de fécule. C'est pour lier un petit peu. Cette crème d'amande, c'est comme une crème pâtissière de base, vous pouvez l'aromatiser pistache, café, changer l'amande par la noisette, changer l'amande par le coco. Donc là, j'ai une petite viennoiserie exotique, coco ananas. Donc ça, c'est une crème d'amande dedans, au coco et au rhum. Ananas, que une fois que ma pâte, je vais vous la faire voir. Donc je coupe la moitié en laissant 1 cm des bords. Voilà. D'accord? Je vais tourner 2 fois dedans. Ça, vous laissez faire la nature, vous laissez comme ça. Et en fait, les vrilles, ils vont se grandir. Avec une poche, on va garnir l'intérieur de crème de coco, crème de noisette, crème de pistache, etc. À une certaine époque, chez le nôtre, justement, le meilleur France boulanger, il en faisait une qui était très bien comme ça. Bon, après, avec la fantaisie, on peut faire coco ananas, comme je vous ai dit. Et il faisait une crème à la noisette, et après, beaucoup de noisettes cassées qu'on faisait dessus. Et c'était vraiment très bon. C'est très simple, mais des fois, les choses simples, c'est les choses qui plaisent bien. Voilà. Donc ça, c'est une forme de pliage dans votre croissant comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire là? Je vais vous faire voir un. Alors, celui-là, on appelle ourané. Ourané chouette, parce que ça ressemble aux yeux de la chouette. Donc, on a. Alors, les dimensions, là je vous les ai données. Donc là, on est à peu près sur une plaque 60. On est, 60, on est à 28 cm de long sur 8 à 9 de large, la base de mon triangle. Donc 28 là, 8 là. Là, on est 10-10. D'accord? Donc là, je vais
bien écraser deux parties. L'assistant viendra, je vais demander les abricots. Les abricots, on va voilà. Donc là, on va prendre... Après, s'il y a des pliages de viennoiserie que vous avez vus ou des questions à me poser, c'est le moment de les poser. Vous pouvez porter les disques congelés dans le congélateur de crème pâtissière. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, en fait, la pâtisserie est devenue... La pâtisserie est devenue, à travers des techniques, des moules silicone, des choses comme ça, on peut se permettre de faire des choses très intéressantes et rationnelles. Parce que si vous avez dans votre fabrication des moules en silicone comme ça, vous pouvez avoir vraiment des formes comme ça. Ça, si je voulais faire par exemple avec une poche, juste pocher de la confiture, ça ne donnerait rien de très joli en fait. Mais bon, j'invente rien, ça vous apporte un peu de couleur dans votre préparation. Et voilà. On met un petit peu de crème pâtissière. On va mettre des abricots bien... là, c'est une bonne rond. Comme ça. 2 abricots. Je plie, j'écrase bien. Je dors. Et je replie. Voilà, ça c'est une autre. Après, en même tendance croissant, par exemple, vous pouvez faire, au lieu du pain au chocolat, le croissant au chocolat. Donc ici, je mettrai ma barre de chocolat. Vous pouvez mettre aussi des écorces de citron, c'est fruits espagnols, ou des écorces d'orange aussi, et mettre les deux. Ce qui est intéressant, un croissant, vous mettez une barre de chocolat, un petit morceau d'orange confite. Orange chocolat, ça se marie bien, et vous le trouvez dans un croissant c'est un peu nouveau. Voilà. Comme ça. Voilà. Je vais vous faire voir. Je sens pas. Vous prenez toujours cette viennoiserie-là, elle n'est pas là. C'est une viennoiserie 10 par 10. Vous mettez la moitié sur votre plan de table, comme ça. Bon, on dit toujours, les démonstrateurs, c'est facile, on en fait un. Mais bon, vous mettez sur toute la table comme ça, un autre porte-pièce, vous allez couper comme ça va vous permettre d'avoir cette forme-là. C'est très simple à faire, c'est très joli. Vous dorez, vous repliez comme ça. Ici, vous pourrez mettre le même système crème pâtissière, comme ça. Et après, par exemple, décorer avec des framboises fraîches, si vous voulez, ou mettre des pommes cuites au caramel, en petits cubes. Voilà. Même technique, mais en utilisant les deux pointes sur le bord de la table, vous coupez encore, comme ça, et là vous avez encore un autre pliage. D'accord?
faire comme ça. Maintenant, on va faire toujours le même carré. C'est pour vous dire que c'est simple la pâtisserie. Il suffit de ne pas avoir des carrés irréguliers. Quand c'est bien reposé comme ça, ben, 10 par 10, vous allez couper les angles comme ça. On va rabattre un ici, un autre ici, on appelle moulin avant. Donc là, en fait, vous remettez, alors là c'est pareil, ou vous laissez comme ça, vous mettez une pastille de crème plus petite, ou alors vous garnissez déjà au départ. Alors moi j'ai mon idée, il y a des pâtissiers qui le font, c'est qu'en fait ils vont garnir avant de lever. J'aime pas trop, je vous explique pourquoi, parce que quand même dans la crème pâtissière on a des œufs. 2 heures, les œufs à 28 degrés, moi ça me fait quelque chose. Donc je laisse pousser les choses bien levées, même aux 3/4, voire la moitié, et après j'utilise mes inserts, vous voyez, c'est hyper facile. Bon, et ben, on investit sur des choses comme ça, mais bon, après vous utilisez pour faire des sablés, pour faire d'autres choses. Donc après vous pouvez, quand c'est levé, hein, pas maintenant, quand c'est levé, vous pressez bien, hop, et donc votre porc là va relever, votre crème va être à l'intérieur. Même chose ici. Hop. Sí. Pero bueno, ahora una parte distinta. Après, c'est juste de l'idée et de fabriquer des choses. Voilà. C'est simple. En fait, c'est simple. Ça ne coûte pas vraiment cher. Vous avez comparé au poisson, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté 10 grammes de crème pâtissière, un demi-abricot. Vous avez quelque chose d'un peu plus joli, mais c'est pas du modernisme trop moderne. C'est juste les formes qui font partie même des classiques. Hein, il n'y a pas de choses. Là, vous avez une autre façon. C'est juste les 4. Après, quand ça fait partie de nous, enfin, en fait, comme je vous disais, les meilleurs de France, à nous, on est un petit peu maniaque. C'est en fait qu'on veut les choses toujours régulières. Moi, je pense qu'une viennoiserie, par exemple, c'est pas parce que c'est une viennoiserie, ça a de la place dans sa vitrine. Donc, il faut que vos viennoiseries soient toutes régulières, et que vous soyez fiers même du viennoiserie. C'est pas juste quelque chose de roulé qu'on va mettre comme ça coûte pas cher, c'est 1 €, non. Il y a un style, il y a un style, il y a une signature même dans les viennoiseries. Hein. Il n'y a pas que les gâteaux modernes qui doivent être... Donc, c'est à partir de ces bases-là, comme je vous ai expliqué, qu'on enseigne à l'école. Vous apprend à faire une belle pâte de poisson, être régulier dans ce que vous faites, et c'est à partir de là que vous pouvez commencer à être créatif. Votre vie sera bon. Vous avez appris à faire une bonne crème pâtissière, une bonne pâte à croissant. Le reste, c'est acheter une bonne qualité d'abricot. Bon, vous avez de l'ananas au sirop, mais bon, l'ananas au sirop, ça peut aussi se retravailler. Vous pouvez le mettre dans un sirop fait maison avec un petit peu de menthe, un petit peu de citronnelle, vanille, si vous avez un peu d'argent. La vanille est très chère en ce moment. Mais vous voyez, c'est avec des bonnes bases. Et voilà, là vous en faites 20, ils sont 20 comme ça. 20 comme ça, tout est comme ça. D'accord? Voilà.
Bon, il y a tout petit. Mais la pâte va, avec l'après, donc c'est la fermentation en sorte de fermentation, elle va prendre la place où elle est. Donc même s'il y a un petit peu à l'intérieur, pas de problème. Et en gonflant, en croissant, en fait chez le nôtre, il sort, il s'allonge. C'est pour ça qu'on fait la base étroite. À la fin, il devient comme ça. Parce que du centre, ça va sortir comme ça, en gonflant en hauteur et en sortant comme ça. D'accord? Oui, c'est gratuit. Gracias. Voy a cambiar el... Of the croissant to develop too much? Alors, en France, c'est un signe de qualité, en fait. Quand votre croissant, il développe... mais vous voulez dire le dessus, le triangle qui s'ouvre? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, déjà, on est... Sí. Sí, sí, estoy grabando. Alors, if I bake my croissant, what will be problem? Ah, alors, you want to control the fermentation. Okay. Alors, when you make to prove, alors là, on va faire en français, quand vous mettez votre croissant à pousser, en théorie, après 2 heures, il a doublé de volume. D'accord? Pour voir si un croissant est bien poussé, vous allez appuyer un petit peu avec votre doigt. D'accord? La petite trou, là, le petit trou, en fait, s'il est bien poussé, il va revenir bomber. Si en fait votre trou reste, votre pâte est trop poussée. Donc c'est aussi pendant selon votre recette et pendant la fermentation que vous allez comprendre s'il vous faut 90 minutes ou s'il vous faut 60 minutes ou 2 heures. C'est surtout ça. Après, si ça craque, c'est parce que votre farine est trop forte. D'accord? D'autres questions? Alguna pregunta? Es gratis. Ok. Est-ce que vous avez... Alors, ces brioches, c'est une pâte à brioche classique dans laquelle j'ai mis un craquelin. Le craquelin, c'est le même craquelin que l'on fait la pâte à brioche. La pâte à chou. D'accord? Donc vous laissez pousser et vous allez mettre, quand c'est prêt à cuire, un disque congelé donc, que j'avais. Donc un disque congelé de craquelin. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va vous passer un petit peu de viennoiserie pour goûter aussi. Et donc mon assistant David doit avoir fini les plateaux. On va vous les donner. Et puis voilà. Moi si vous n'avez pas de questions, j'espère avoir répondu et donné des informations. Je vous dis, c'était pas le fait des recettes, c'est surtout toutes les techniques pour réaliser une belle pâte, comme on l'a fait chez le nôtre. Après, la fantaisie, on peut faire beaucoup de choses, mais sans une bonne pâte de base, sans une bonne crème pâtissière de base, etc., on ne peut rien faire. D'accord? Donc, je vais déjà vous faire passer ça. En attendant, je vous donne ce que j'ai. Hein. Donc je vais demander à quelqu'un, si quelqu'un peut venir, le temps que je range.
les dégustations. Les dégustations, les gens ils vont partir là. Il faut donner les dégustations. C'est pas grave. Mais il faut le donner tout de suite, les gens partent là, c'est 11h. Les recettes, les choses comme ça, ça va? Des choses que vous avez vues aussi, que vous voulez peut-être une explication? Pas forcément ce que j'ai fait. C'est bon? Ben, en tout cas, je remercie l'organisation d'avoir invité l'école Le Nôtre à ce congrès. C'est hyper enrichissant pour tout le monde, pour nous aussi, comme école, comme formateur, et d'échanger avec des belles structures comme ça, et de vous apporter des réponses à vos questions, et de faire voir un petit peu l'esprit de l'école Le Nôtre qu'on enseigne à travers nos cours à Paris. Donc on vous attend à Paris, et bon salon, d'accord? Donc je vais vous laisser des petites viennoiseries là, et il y a des gens qui vont passer, voilà, qui sont en train de passer pour goûter. Il y a juste celle-là qui n'a pas été garnie, en fait, celle-là, en général je la fourre avec une crème de noisette à l'intérieur. Vous pouvez mettre de la Nutella si vous préférez, choses comme ça. Non, là c'est juste moi.